je tiens à te remercier, Bernard, de m'avoir invité pour ce séminaire. Donc effectivement, il y a quelques mois, je pense qu'il y a presque un an, j'avais fait un séminaire un peu identique dans le cadre des séminaires de Joël Lebovitz. Alors là, j'ai quand même pas mal remanié, mais il y a toute une première partie où je présente la théorie des vers de spin qui ressemble beaucoup à ce dont tu as parlé. Je suis désolé, ça va faire un peu de répétition, comme ça rentre mieux dans les têtes. Et donc, je vais présenter quelques applications de ces nouveaux concepts qui ont émergé au cours des 30 dernières années, disons, à des systèmes un petit peu différents. Donc, dans une première partie, je vais reprendre pas mal des choses que Bernard a montrées pendant ce cours, de façon beaucoup moins détaillée, et c'est plus un survol pour essayer d'introduire les idées générales constitutives du système. Donc je vais parler du problème des vers de spin, des systèmes physiques, enfin tout ça dont Bernard a parlé, des moyennes Cohen-Stanil, modèle Edward Anderson, modèle de Sherrington-Kirkpatrick. Ensuite, je vais passer un tout petit peu plus de temps sur la méthode des répliques et la brisure de symétrie des répliques et parler de la solution de Parisi et l'interprétation de la solution de Parisi en termes d'ultramétricité. Donc ça, ce sera une première partie de mon talk. Et après, je vais parler des applications de ces concepts vers de spin à plusieurs problèmes. Donc, le premier, c'est le repliement des protéines et les hétéropolymères aléatoires. Ensuite, je vais parler des applications au modèle de réseau de neurones, en particulier au modèle de Hopfield et au modèle perceptron multicouche, et en particulier la relation avec le deep learning, qui est très à la mode en ce moment. Et ensuite, je vais parler un petit peu des problèmes d'optimisation combinatoire, voyageurs de commerce, le problème du matching bipartite, et puis un petit peu de transport optimal, si j'ai le temps. Donc, voilà. Et conclusion. Donc, les vers de spin, comme ça a été longuement expliqué précédemment, ce sont des impuretés magnétiques diluées dans un métal non magnétique, dans une matrice non magnétique. L'exemple typique tel qu'il avait été observé, c'est des atomes magnétiques de manganèse dans une matrice de cuivre, à une dilution de 0,1 jusqu'à 10%. Alors, il n'y a pas d'ordre à longue portée, donc quand on mesure la magnétisation, l'aimantation du système, il y a zéro aimantation. Il n'y a pas d'aimantation staggered, c'est-à-dire, je ne sais pas comment ça se traduit en français, enfin, l'aimantation telle qu'elle est observée dans les systèmes antiferromagnétiques. Donc, il n'y a rien de tout ça. Et on observe, comme ça vous a été dit, un cusp, une singularité dans la susceptibilité. Donc ça, c'est les susceptibilités en field cooling ou en zero field cooling, donc avec une susceptibilité qui est plate en dessous d'une certaine température, ou bien, de toute façon, il y a cette singularité avec une pointe qui apparaît. D'autre part, on observe un comportement de verre, un comportement vitreux, avec, donc il n'y a pas de singularité dans la chaleur spécifique, mais la dynamique se gèle sous une certaine température. Et la façon dont elle se gèle est donnée par cette loi de Vogel-Fulcher, qui est assez universelle dans les transitions vitreuses de façon générale. Le temps de relaxation diverge au voisinage de la température vitreuse T0 de façon exponentielle en E puissance E sur KB T-T0. Voilà. Et donc là, il y a cette divergence du temps de relaxation en fonction de la température. Alors, quand on regarde ces systèmes magnétiques, donc ce sont comme ça a été dit, ce sont des systèmes de spin qui interagissent avec une interaction JRR'. Et il a été montré que quand on a deux impuretés magnétiques dans un métal, elles interagissent par une interaction qui est l'interaction RKKY,
Et essentiellement, ce qui se passe, c'est que l'impureté magnétique polarise les électrons de la bande de conduction, d'où effectivement le KF, et la bande de conduction, donc les électrons polarisés de la bande de conduction, polarisent eux-mêmes les autres impuretés magnétiques qui se trouvent à plus loin. D'où un comportement en KF, en cosinus KF R-R' et une décroissance en R-R'. Alors, comme ça a été dit, là je passe toute cette première partie à répéter des choses que Bernard a dites. Cette interaction, donc, en fonction de la distance des impuretés magnétiques qui se trouvent dans la matrice, cette interaction peut être soit ferromagnétique, soit de type antiferromagnétique, c'est-à-dire positive ou négative. Et quand on a des interactions de signes opposés comme ceci, ça donne naissance à un effet qu'on appelle la frustration. Et la frustration, ce sont des interactions contradictoires. Alors, si on a alors l'exemple archétype, c'est le modèle antiferromagnétique d'Ising à 2 dimensions. Donc, si vous avez le modèle d'Ising à 2 dimensions antiferromagnétique sur un réseau triangulaire, donc c'est un réseau composé de triangles, les interactions sont toutes identiques négatives. Eh bien, vous voyez que si vous essayez de chercher le fondamental de ce système, vous mettez le premier spin, par exemple, vers le haut. Donc, le deuxième, comme c'est antiferromagnétique, a envie de se retrouver en bas pour satisfaire cette liaison. Et maintenant, si vous allez regarder le troisième, ce troisième, comme il est antiferromagnétique, donc il va être opposé à celui-là, et donc il va être vers le haut. Mais si on regarde cette relation, cette interaction, ce spin-là veut être opposé à celui-là, donc il va être vers le bas. Donc ce spin, eh bien, essentiellement, il voit un champ nul, hein, si le système est régulier, si toutes les interactions valent 1, enfin sont égales. Et donc, il y a une dégénérescence. Il y a une dégénérescence parce que ce spin peut être vers le haut ou vers le bas. Et en fait, cette dégénérescence, elle est vraie. J'aurais pu non pas satisfaire ces deux-là, mais satisfaire un autre. Donc ce spin qui est dégénéré, il aurait pu se trouver ici ou là. Donc il y a une dégénérescence de 6 pour une plaquette aussi simple que ça. Alors ce qui fait que pour un système macroscopique, évidemment, dans le modèle d'Ising à 2D antiferromagnétique, il y a une entropie finie à température nulle. Il y a un nombre exponentiellement grand de fondamentaux à température nulle. Alors, et donc, ce qui se passe, c'est que pour un système où les interactions ne sont pas exactement dégénérées comme ceci, eh bien, il y a une levée de dégénérescence entre les différents états fondamentaux, et ce qui résulte, c'est que la dégénérescence est un peu levée, et donc on a ce qu'ils appellent un paysage énergétique complexe, disons que rugged, c'est très chahuté, et au lieu d'être complètement dégénéré comme dans le cas du modèle d'Ising, donc si on regarde l'énergie ou l'énergie libre en fonction d'un paramètre multidimensionnel comme ça a été mentionné, eh bien on a un espace qui ressemble à ça, et cet espace évidemment est responsable de la dynamique lente et de la transition vitreuse, enfin de la dynamique vitreuse du gel qui peut être observé dans le système. Alors donc, je reviens sur le modèle d'Edwards-Anderson qui a été mentionné, donc qui a été introduit en 1975. Donc, il s'agit d'un réseau régulier sur lequel on met des spins d'Ising qui valent plus ou moins 1. Les interactions sont proches voisins, et le Hamiltonien du système, donc l'énergie est donnée par l'énergie, une somme sur les premiers voisins de J, SR, SR'. Et on suppose, dans le modèle d'Edwards-Anderson, que tous les J sont identiquement distribués de façon indépendante. Donc, si vous allez en n'importe quel endroit, ce sont des variables aléatoires indépendantes, et qui peuvent être soit discrètes, soit gaussiennes, et avec valeur moyenne des J. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah, voilà. Ah oui, j'ai compris. Donc valeur moyenne des j qui est nulle, et valeur moyenne de j carré qui est la même pour toutes les variables aléatoires. Voilà. Alors, ensuite, la question, c'est la thermodynamique de ce système. Comment est-ce qu'on fait de la thermodynamique pour un système tel que, quand on va d'un système à un autre, les couplages ne sont pas les mêmes? Est-ce qu'il existe une façon de faire de la thermodynamique à l'équilibre pour ces systèmes? Alors, comme ça a été dit précédemment, pour un certain nombre de quantités, en particulier pour les quantités extensives, on peut faire un raisonnement qui a été fait dans la fin des années 59 par Braut. Et donc l'idée est la suivante, donc il y a des spins qui sont à l'équilibre thermique et il y a des impuretés magnétiques qui sont gelées, donc dont le temps de diffusion peut être extrêmement long, de l'ordre de l'âge de l'univers ou n'importe. Donc on dit que les positions des spins magnétiques est gelée, quenched, et donc les couplages vont être gelés. Alors, donc l'idée, c'est, comme ça a été montré, on a un grand système de taille grand L, donc grand L c'est une longueur macroscopique. Donc on divise ce système, ce grand système, en plus petits systèmes dont la taille linéaire est d'ordre petit l. Et petit l, ce qu'on lui demande, c'est d'être beaucoup plus petit que grand L, mais beaucoup plus grand que la longueur de corrélation typique entre les spins à l'intérieur d'un bloc. Alors, pourquoi est-ce qu'on demande cette condition que petit l soit beaucoup plus grand que xi? Eh bien, quand on est dans un système qui a une taille beaucoup plus grande que la longueur de corrélation, ça veut dire que chaque petit système est essentiellement équivalent à un système macroscopique. Les spins, pour les spins, c'est un très grand système puisque la taille du système est beaucoup plus grande que leur longueur de corrélation. Alors ça pose des questions évidemment quand on est proche d'un point critique où la longueur de corrélation diverge, mais en dehors de ça, donc on suppose qu'on a cette condition. Et alors si on prend une quantité extensive, comme par exemple l'énergie libre, on peut dire que l'énergie libre totale, c'est la somme des énergies libres dans chacune des cellules, et plus l'énergie libre d'interaction entre cellules voisines. Bon, l'énergie libre d'interaction entre les petites cellules est une énergie de surface, donc elle est négligeable devant les énergies de volume de chacune des cellules. Donc essentiellement, si on néglige cette énergie de surface qui relativement à l'énergie de volume tend vers zéro quand la taille du système tend vers l'infini, on peut écrire que l'énergie totale du système, c'est la somme sur chacune des petites cellules de l'énergie libre avec les variables aléatoires, les variables de désordre à l'intérieur de chaque cellule. Et comme ces variables sont indépendantes les unes des autres, eh bien, la somme sur les différentes cellules, c'est une somme sur différentes représentations du désordre. Et donc, le théorème de la limite centrale dit que cette quantité converge quand tout tend vers l'infini, nombre de cellules, nombre de spins, etc., vers la valeur moyenne de l'énergie libre dans une cellule fois le nombre de cellules. Donc, là, ça nous dit que la prescription pour faire de la thermodynamique pour des systèmes désordonnés avec désordre quenched, c'est de moyenner l'énergie libre. Alors cet argument peut se répéter essentiellement pour beaucoup de quantités extensives, pourvu que le rôle des surfaces, des interfaces soit limité, et donc en particulier pour l'énergie interne, l'aimantation, etc. Alors, donc, dans le cas du modèle d'Edward Anderson, donc, si on prend par exemple une loi de distribution qui est gaussienne, eh bien l'énergie libre c'est moins kT, valeur moyenne de log z, comme ça a été montré précédemment, donc c'est intégrale de P, cette loi de distribution, fois log z. Alors comment est-ce qu'on calcule la valeur moyenne de log z? Eh bien, pour calculer la valeur moyenne de log z,
Sam Edwards, qui est un physicien, en particulier un polymériste, et puis qui a donné son nom donc, à la théorie d'Edwards-Anderson, avait proposé dans les années 70 d'utiliser pour des cas de variables quenched, de variables gelées, donc en particulier il l'avait fait pour les enchevêtrements dans les polymères. Quand vous avez des polymères qui sont enchevêtrés, ils ne peuvent pas se passer à travers, donc les enchevêtrements sont gelés. Et donc l'idée c'est d'utiliser cette identité qui, somme toute, est assez simple, c'est que log z, c'est limite zn moins 1 sur n, ou bien dzn sur dn à n égale 0. Et donc, prenant cette identité, si on moyenne sur le désordre, eh bien, ça nous dit que pour calculer l'énergie libre moyenne d'un système gelé, on fait le calcul de z puissance n pour n entier. Donc on procède comme si n était entier, et ensuite on fait une continuation analytique à n égale 0. Et toute la difficulté consiste à faire cette continuation analytique à n égale 0, et c'est là que tous les problèmes arrivent. Alors, ce qui se passe, c'est que pour les verres de spin, en particulier dans le modèle d'Edwards-Anderson, il n'y a jamais d'aimantation à n'importe quelle température. L'aimantation est nulle. Q, ce paramètre qui est le paramètre d'Edwards-Anderson, donc qui est l'aimantation au carré pour une configuration de désordre sommée sur R et moyennée sur le désordre, dans la phase basse température des verres de spin, cette quantité, donc l'aimantation reste nulle à toute température, ça c'est nul à haute température, il y a une petite erreur, c'est uniquement au-dessus d'une certaine température critique que Q est nul, et dans la phase plus basse température, Q est fini, et c'est ce qu'on appelle le paramètre d'Edwards-Anderson. Et comme l'ont montré Edwards-Anderson, et comme l'a rappelé Bernard tout à l'heure, ce Q est la limite quand t tend vers l'infini, tau tendant vers l'infini, 1 sur n. Alors, je n'ai pas fait très attention, effectivement, en écrivant l'ordre des limites, mais Bernard l'a précisé, il va, je pense, le repréciser dans les prochains cours. Si on regarde cette quantité, essentiellement, cette quantité vous dit que si le spin est préparé à l'instant t, si vous avez une configuration à un instant t suffisamment un instant où vous avez attendu suffisamment longtemps, si vous regardez le même spin à un temps ultérieur beaucoup plus long, si le système est gelé, il y a une très forte corrélation entre ces deux spins, donc essentiellement ce spin-là est très voisin de celui-là, et donc cette quantité est non nulle. Par contre, si le système n'est pas gelé, eh bien, partant de cette condition initiale, si on attend suffisamment longtemps, le spin en question va se thermaliser et la valeur moyenne sera nulle. Donc ça, c'est vraiment, ce paramètre d'ordre est un indicateur de transition de gel, donc, et il est égal à ça. Voilà. Alors, comme ça a été dit, le modèle d'Edwards-Anderson n'est pas très utilisable puisque c'est un modèle en dimension finie, il faut faire des approximations, etc. Et donc, comme dans le cas des modèles ferromagnétiques, on essaye d'avoir une théorie de champ moyen qui va être une base de départ pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le système. Alors, le modèle qui a été introduit, c'est le modèle de Sherrington-Kirkpatrick, très peu de temps après le modèle d'Edwards-Anderson. Et donc, dans ce modèle, tous les spins interagissent entre eux. Donc, il n'y a plus de paire de voisins. Un spin I interagit avec tous les autres spins du réseau. Et donc, la fonction de partition prend cette forme. Alors, ce qu'ont montré Sherrington et Kirkpatrick, c'est que les couplages, on peut prendre des couplages gaussiens, on peut prendre des couplages aussi qui ne soient pas gaussiens. Ce qui est important, c'est que l'échelle de ces couplages, pour avoir des énergies et des énergies libres extensives, il faut que les JIJ soient d'ordre 1 sur racine de n. Alors, je vous rappelle que dans un système
étant moins 1 sur n, somme sur i et j, alors avec un facteur j, SI, SJ. Et pour l'extensivité, il faut un facteur 1 sur n ici. Dans le cas d'un verre de spin, qui est de la forme moins somme sur i et j de j, ij, SI, SJ, eh bien, les j, ij doivent être proportionnels à 1 sur racine de n pour que les énergies libres, etc., soient d'ordre 1 sur n. D'où cette loi d'échelle qui est ici, donc avec valeur moyenne de Jij égale 0 et valeur moyenne de Jij carré en J2 sur n. Alors, donc, l'idée, c'est de mettre des répliques. Donc, si on met des répliques partant de là, on met un indice de réplique qui est alpha, donc 1, 2 jusqu'à petit n. On peut sommer là. Alors là, maintenant, donc c'est là qu'est toute la puissance de la méthode des répliques, c'est que là, ça c'est gaussien, là c'est linéaire, donc on peut effectivement effectuer la moyenne sur les Jij, et quand on effectue, puisque c'est une intégrale gaussienne avec une partie linéaire, donc quand on fait cette moyenne, eh bien, on obtient une expression de ce type-là, donc qui est exacte. Et ensuite, comme ici, on a un terme qui est quadratique, en utilisant, alors on appelle ça parfois transformation de Stratanovich-Hubbard, c'est un petit peu abusif, en fait c'est juste une transformation gaussienne. Donc en utilisant une transformation gaussienne, on peut réécrire ça sous cette forme, E moins n. Donc on est obligé d'introduire des paramètres d'ordre QAB pour linéariser cette forme qui est ici, et à ce moment-là, on a ce résultat exact encore, que c'est E moins n bêta 2 J2 Q2 moins log Z. Donc en reportant ici, on voit tout de suite qu'on reconstitue ça. Et la matrice, le paramètre d'ordre qu'on a introduit, en fait, c'est une matrice n par n, et comme à la fin, on doit faire n égale 0, c'est une matrice n par n avec n tendant vers 0. Bon, tout ça vous sera expliqué en détail dans les cours suivants par Bernard Derrida. Là, je passe très rapidement. Et donc, quand n tend vers l'infini, quand n tend vers l'infini, comme il y a un facteur grand N ici, eh bien, ça amène naturellement à utiliser la méthode du col, l'approximation du col, pour calculer cette fonction de partition. Donc, les équations de col sont obtenues simplement en minimisant cette énergie, enfin ce terme de l'exponentielle, par rapport à tous les éléments de matrice QAB. Donc, par rapport à cette matrice QAB. Alors, quand on écrit ça, ces équations de minimisation, donc ça va donner QAB égale dérivée partielle de log zeta par rapport à Q, et la dérivée de log zeta par rapport à Q, ça fait descendre SA, SB. Donc, on a ces équations de champ moyen qui sont données ici. Et il y a ces équations à résoudre pour une matrice QAB d'ordre n par n, n tendant vers 0. Bon, je passe les détails. Et donc, la première hypothèse qui a été proposée dans la solution de Sherrington et Kirkpatrick, c'est ce qu'on appelle la symétrie des répliques. Alors, la symétrie des répliques, c'est de dire que QAB égale Q, c'est-à-dire prendre tous les QAB égaux, quels que soient les indices de réplique A et B. Alors, si on fait ça, si on prend QAB égale Q, constant, on peut très facilement calculer ça. Tout se calcule très facilement, et on obtient une équation de champ moyen. Donc je saute beaucoup de détails, puisque ce sera vu plus tard. Et l'équation de champ moyen est donnée ici. C'est Q égale l'intégrale de E moins Z2 sur 2, tangente hyperbolique au carré de bêta GZ, racine de Q. Donc ça ressemble à une équation de champ moyen pour des spins, mais c'est Q, racine de Q, il y a une intégrale, une valeur moyenne gaussienne, etc. Alors ce qu'on observe, c'est qu'il y a une transition de phase à Tc égale J, où J est la racine, enfin c'est la variance des couplages. Alors ce qui se passe, c'est que pour T au-dessus de cette température critique, Q est égal à 0, et pour T plus petit que Tc, Q est différent de 0, et Q tend vers 1 quand T tend vers 0. Alors ce Q, évidemment, est totalement relié
aux paramètres d'ordre d'Edwards-Anderson, et donc il tend vers 1 quand t tend vers 0. Alors l'entropie, il y a un gros problème avec cette solution symétrique, et qui a été découverte dans le premier. Déjà, Sherrington et Kirkpatrick l'avaient noté, c'est que l'entropie du système devient négative à basse température. Et ça, c'est un gros problème pour ce genre de système, pour des systèmes discrets comme ça. Et ce qui a été observé plus tard, en 1978, c'est que la solution symétrique des répliques était instable en dessous de Tc. C'est-à-dire que la hessienne, qui est la dérivée seconde de l'énergie libre, enfin, ou de l'action qui se trouve là, a des valeurs propres négatives à basse température. Donc le système est instable. Donc ça cause des gros problèmes. Bon, le diagramme de phase qui était obtenu quand on rajoute une valeur moyenne non nulle était comme ceci. Donc il y avait la phase vert de spin, une phase paramagnétique et une phase ferromagnétique, donc en fonction de J0 sur J. Et voilà. Et si on trace l'énergie libre en fonction de la température, eh bien là, c'est Tc, la température de transition. Donc l'énergie libre est bien, et puis il y a un point où elle devient négative, l'entropie. Et donc ça a posé beaucoup de problèmes. L'énergie libre de température nulle donnée par la solution symétrique était de moins 0,797, et la vraie, calculée numériquement par Monte-Carlo, etc., était sensiblement plus élevée, puisque c'était moins 0,763. Donc ça faisait que le système aurait atterri plus haut avec une entropie positive. Alors je vais dire en un mot la solution de Parisi avant de passer un petit peu à la suite. Donc la solution symétrique de réplique, c'est une matrice n par n où tous les paramètres d'ordre valent Q0. Ce sont les mêmes partout. Alors la première étape, qui avait en fait été initiée par André Blandin en 1978, mais sans voir l'itération, enfin, et toute la puissance, c'était de dire qu'on va faire des paquets de répliques. Donc, on va diviser toutes les répliques en paquets de taille M1, et les répliques qui ont des indices à l'intérieur de M1, à l'intérieur des paquets M1, auront un paramètre d'ordre égal à Q1, et puis entre paquets différents, le paramètre d'ordre sera Q0. Donc ça avait été proposé par Blandin en 1978. Il se trouve que ce type de brisure de symétrie des répliques est exact dans le cas du modèle des énergies aléatoires introduit par Bernard Derrida en 1981. Et Parisi, donc à l'époque, ce n'était pas connu, mais Bernard avait résolu exactement son modèle par des méthodes analytiques différentes. Et donc Parisi a proposé de généraliser ce schéma de brisure de symétrie des répliques en prenant ensuite chaque bloc M1 par M1 qui se trouve ici, donc bloc Q1, et en le divisant, en refaisant le même processus, c'est-à-dire en faisant des blocs de taille inférieure M2 et en mettant un paramètre d'ordre Q2 à l'intérieur de ces blocs et en gardant Q1 à l'intérieur. Et ça, on peut l'itérer. Et en itérant, on fabrique une matrice comme ça, qui a une structure hiérarchique comme ça, où chaque morceau est divisé en petits autres morceaux. Et donc, on a toute une hiérarchie de paramètres, donc M, M1, M2, etc., où normalement, chacun divise la taille supérieure. Pour chacun de ces systèmes, on a Q0, Q1, Q2, etc., QR. Et quand R tend vers l'infini et que N tend vers 0, alors c'est là qu'il y a ces mathématiques un petit peu douteuses, entre guillemets, dont Parisi a fait et qui se trouvent marcher remarquablement bien, c'est que quand N tend vers 0, donc N passe de l'autre côté, et toutes ces inégalités qui sont ici se retrouvent inversées, d'accord, le 0 étant là, donc ça change le signe des inégalités. Donc,
quand R tend vers l'infini, maintenant, l'indice K devient un indice X continu entre 0 et 1, et le paramètre d'ordre Q indice K, donc qui apparaissait dans chacun de ces blocs, devient un paramètre continu X, Q de X, avec X dans 0, 1. Donc le paramètre d'ordre devient une fonction d'un paramètre abstrait pour le moment, qui est un paramètre X entre 0 et 1. Et ça, c'était assez révolutionnaire, puisqu'il n'y avait pas d'exemple de paramètre d'ordre fonction. Bon, je vais passer ça. Donc les calculs sont un petit peu lourds. Et donc, les résultats finaux, c'est que donc, la méthode de Parisi montre qu'il y a une transition de phase donc, à Tc égale J, comme dans le cas de non-brisure de symétrie. Donc, pour T plus grand que Tc, Q de x est nul. En dessous de Tc, la fonction Q de x est non nulle. Donc, la fonction Q de x prend une forme comme ceci. Donc, au voisinage de Tc, voilà, à basse température, elle est comme ça. Le maximum de Q, c'est le Q d'Edwards-Anderson à la température donnée. L'entropie reste positive et l'énergie de température nulle, c'est 0,763 comme obtenu par les calculs numériques. La solution a été montrée comme étant stable à toute température en 1984. Et ensuite, les travaux de Guerra-Toninelli ont été précurseurs en 2002 pour montrer que la solution était exacte. Et la preuve mathématique finale a été donnée par Talagrand en 2006. Voilà. Alors, l'interprétation physique, bon, c'est nombre exponentiel d'état pur. Les différentes phases ne sont pas reliées par aucune symétrie connue. Donc il y a de nombreuses vallées, il y a un nombre exponentiellement grand de vallées dans la phase basse température et séparées par des grandes barrières, d'où la transition de gel qui apparaît. Alors je vais sauter un peu la suite et voilà. Bon, je saute et je montre une des premières applications, disons, ou l'un des premiers exemples d'utilisation où ces concepts apparaissent, c'est le repliement des protéines et les polymères aléatoires. Alors, les protéines, ce sont des polymères, donc des chaînes d'acides aminés. Il y a 20 acides aminés différents dans la nature. Et donc, par exemple, voilà la séquence d'une crambine. La crambine, c'est une protéine du chou. Alors, il y a une quarantaine d'acides aminés, dont voici les abréviations THR, cétréonine, etc. Il y a 20 types d'acides aminés. Alors, la taille des protéines peut varier entre quelques dizaines et quelques milliers d'acides aminés. Donc, les protéines, il y en a partout. Hein, les anticorps dans la viande, dans ce que vous voulez. Alors, ce qui est intéressant du point de vue physique, c'est que les protéines existent sous deux formes. Donc voilà, ça c'est une forme de protéine, c'est une protéase du virus de HIV qui comprend 199 résidus. Alors, elles peuvent être repliées et en phase ou native, ça fait ce qu'on appelle la phase native des protéines. Alors, c'est une phase qui est active biologiquement, donc qui a toute sa fonction biologique, et qui est globulaire, donc compacte, et qui existe sous une conformation essentiellement unique. Et puis, il y a la forme dépliée, en français on dit dénaturée aussi, qui n'a pas d'activité biologique et qui a une structure de chaîne aléatoire, souvent gonflée. Et la transition entre ces deux formes est déclenchée soit par le changement du solvant, donc par exemple quand on met une protéine dans de l'urée 6 molaire, eh bien elle se dénature. Donc si on changement du solvant ou changement de la température, à température élevée, les protéines se dénaturent et perdent leur fonction biologique. Alors, le problème de protein folding, donc du repliement des protéines, c'est les biologistes savent facilement obtenir des structures, enfin des séquences de protéines par de l'analyse chimique ordinaire. Par contre, ils ont beaucoup de mal à avoir
la structure tridimensionnelle. Et c'est la structure tridimensionnelle qui les intéresse, puisque c'est ça qui code l'activité biologique des protéines. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la taille, quelle est la forme tridimensionnelle d'une protéine, étant donné la séquence d'acides aminés. Alors, initialement, ce qui avait été proposé dans les années 70, c'était d'utiliser de la dynamique moléculaire pour résoudre ce problème, pour résoudre le problème général de dynamique des protéines, mais en particulier regarder comment les protéines se replient et vers quoi elles se replient. Et donc l'introduction de cette dynamique moléculaire à la chimie, puisque ça avait été introduit en physique par Lou Verlet bien avant, a valu le prix Nobel donc, à des chimistes en 2013. Alors, la dynamique moléculaire consistait à décrire les protéines en termes de tous ces atomes. Donc chaque acide aminé comprend des atomes. En général, il y a une dizaine d'atomes par acide aminé en moyenne. Il peut y avoir plus pour les grosses, genre tryptophane, ou moins pour la glycine. Et on paramétrise, donc les biochimistes ont passé beaucoup de temps et beaucoup d'années et beaucoup de bagarres pour paramétriser les interactions, les potentiels d'interaction entre les différents atomes qui constituent les protéines. Alors il y a des programmes, enfin des paramétrisations qui sont CHARMM, GROMACS, qui sont très connus dans le milieu biochimique et qui comprennent ce qu'on appelle des termes liés. Donc ça, c'est l'énergie d'un lien de valence entre deux atomes qui sont... Donc c'est des liens élastiques. Ça, c'est les angles de valence. Quand vous avez un angle comme ça, il y a des termes diédraux. Et puis, il y a les potentiels de Lennard-Jones qui représentent... donc ça, c'est un 12. Il y a un bug. Donc c'est puissance 12, moins puissance 6. Ça représente l'interaction Lennard-Jones entre les différents atomes. Et puis ça, c'est l'interaction coulombienne, puisque dans les protéines, les biochimistes assignent des charges partielles d'électropositivité, électronégativité aux différents atomes. Donc, une fois qu'on a la paramétrisation des atomes de la protéine, on peut faire de la dynamique, par exemple, de Langevin ou de la dynamique de Newton. Et donc, ça, c'est Langevin, avec un bruit gaussien. Et l'idée, c'est que si on attend suffisamment longtemps quand on fait cette dynamique, eh bien, le système va relaxer vers la forme d'équilibre à la température donnée. Donc, si la forme d'équilibre, c'est la forme repliée, eh bien, on obtiendra la forme repliée. Et puis, si on est à haute température, eh bien, ça équilibrera vers une forme random coil, pelote aléatoire. Alors, ce n'est pas très efficace comme méthode. C'est une méthode qui a pas beaucoup, enfin, qui marche pas trop bien. Parce que pour discrétiser l'équation, et quand on regarde les temps qui interviennent dans ces problèmes, eh bien, il faut un pas en temps qui soit de l'ordre de 10-15 secondes. Femtosecondes, c'est typiquement le temps qui doit être utilisé en dynamique moléculaire, en chimie, pour décrire des protéines. Il y a un très grand nombre de degrés de liberté dans le système. Parce que quand on fait la simulation d'une protéine, non seulement il faut simuler les atomes de la protéine, mais les protéines interagissent avec de l'eau, donc elles sont dans l'eau, donc il faut aussi simuler les molécules d'eau. Alors il y a plusieurs milliers d'atomes qui constituent la protéine, il y a plusieurs milliers d'atomes qui constituent les molécules d'eau, et donc ça fait des systèmes qui sont très très grands et qu'il faut simuler. Alors, en plus, ce qu'on appelle les force fields, c'est-à-dire les paramétrisations des interactions ne sont pas nécessairement suffisamment précis pour permettre de replier. Et les plus longues simulations actuellement sont de l'ordre de plusieurs dizaines de microsecondes, alors que les temps de repliement sont de l'ordre de millisecondes, voire secondes. Et donc sur des temps aussi longs, même si on a des très bonnes propriétés de ces champs de force pour des temps courts, il est évident que pour des champs beaucoup plus longs, pour des temps beaucoup plus longs, il faut une précision dans les champs de force qui soit vraiment particulièrement bonne. Alors, plus récemment, il y a
une équipe qui a mis au point un ordinateur à usage spécial qui s'appelle Anton, qui est aux États-Unis, à New York, et qui permet de faire des runs, des simulations de plusieurs millisecondes sur des protéines assez courtes, et on peut voir des protéines se replier, déplier, et voir des cycles de repliement. Alors, la raison pour laquelle on a ces temps qui sont très longs pour observer les choses, etc., c'est parce qu'il y a énormément d'états métastables et des grandes barrières entre ces systèmes. Alors, dans les années 80-90, les ordinateurs n'étaient pas encore très, très développés, les gens se sont posé la question de savoir est-ce qu'on pouvait essayer de comprendre, au moins qualitativement, comment est-ce que les protéines se replient, qu'est-ce qui faisait la spécificité du repliement, etc. Alors donc, il y a eu une représentation, donc un certain nombre de modèles de physique statistique qui ont été proposés pour faire des descriptions des protéines, du repliement des protéines, à une échelle, disons, mésoscopique, dans le sens où chaque acide aminé, qui comprend en général typiquement 10 atomes, est représenté par un seul degré de liberté, comme une seule particule. Alors, ce qu'on sait, c'est que certains résidus, donc certains acides aminés, ont des interactions attractives avec les autres. Par exemple, si vous avez un acide aminé qui est chargé positivement, il va avoir une interaction attractive avec les acides aminés chargés négativement. Les interactions peuvent être répulsives, hein, si c'est des charges identiques. Il y a aussi les répulsions stériques. Les interactions sont à courte portée parce que c'est dans l'eau en général avec une certaine salinité, donc les interactions coulombiennes sont écrantées, donc tout est de courte portée. Et donc l'idée a été de modéliser les protéines comme des polymères aléatoires, parce que, évidemment, alors pourquoi aléatoires? Parce que la séquence des protéines est très compliquée, et donc l'idée c'était de dire elles sont tellement compliquées, on va supposer qu'elles sont aléatoires. Alors le modèle qui a été proposé, les premiers modèles qui ont été proposés, c'est d'utiliser un genre de modèle qu'on utilise beaucoup en théorie des polymères, qui est le modèle d'Edwards. Donc le modèle d'Edwards, que je détaille un tout petit peu ici, c'est un modèle pour les hétéropolymères. Alors, donc on suppose qu'il y a n monomères, donc ces n monomères représentent les n acides aminés du système. Donc il y a un terme en Ri plus 1 moins Ri carré qui est le terme qui fabrique la chaîne, qui fait une contrainte de chaîne. Alors ça pourrait être, au lieu d'être une gaussienne, mais les gaussiennes c'est particulièrement commode pour les calculs, mais ça pourrait être un produit sur I de delta de Ri plus 1 moins Ri moins 1, ou Ri plus 1 moins, si c'était des maillons de longueur fixe. Donc, enfin pour simplifier, on utilise ça. Ensuite, il y a un terme de volume exclu, un terme stérique qui est V0 delta de Ri moins Rj, qui empêche les monomères d'être l'un sur l'autre. Et puis, il y a le terme d'interaction acide-aminé-acide aminé, qui est de la forme VIJ F de Ri moins Rj. Alors, comme je l'ai dit précédemment, les interactions sont à courte portée parce que, essentiellement, on est dans du sel, il y a des ions qui écrantent les interactions coulombiennes, donc le F est une interaction à courte portée. Et donc l'idée, c'est de prendre pour F une fonction delta, de même que pour le volume exclu ici. Donc il y a un terme de volume exclu V0 qui est ici en delta, et puis ici un terme d'interaction qui est aussi pris en delta. Alors normalement, pour être propre, il faudrait mettre un terme supplémentaire pour éviter le collapse, mais bon, je ne vais pas parler de ça. Et donc l'idée du premier modèle qui avait été proposé, c'était de dire que comme ces VIJ qui se trouvent ici représentent les interactions acide-aminé-acide-aminé, eh bien ce terme, on le prend aléatoire, il peut être positif, négatif. Donc l'idée, c'est de prendre une distribution gaussienne sous cette forme de moyenne nulle, parce qu'en moyenne, dans les protéines, il y a essentiellement autant d'acides aminés
positif que négatif. Donc, a priori, on prend nul. Et puis, ensuite, l'idée, c'est de faire une moyenne quenched sur les interactions désordonnées qui sont données ici. Alors, il y a d'autres modèles pour ces VIJ, d'autres modèles de distribution aléatoire qui peuvent être prises, que je ne discute pas, je discute un seul modèle. Mais donc, l'idée, c'est qu'on réplique. Donc, quand on réplique, ben, ça revient à prendre le modèle précédent et de rajouter un indice alpha de réplique. Voilà. Et à ce moment-là, ben, comme dans le cas du modèle de Sherrington-Kirkpatrick, ça, c'est une gaussienne quadratique. Ici, on a un terme linéaire qui contient le désordre. Donc, on peut effectuer l'intégrale, la moyenne sur le désordre. Donc, ce terme-là est inchangé, le terme en V0 est inchangé, et ce terme-là en VIJ donne un terme comme ceci. Donc, là, on a toujours ce terme de volume exclu, comme tout à l'heure, et là, il y a un terme d'attraction effective. Alors, attraction effective, mais avec alpha et gamma étant des indices de réplique qui varient qui essentiellement vont tendre vers 0. Donc, ça peut changer les signes. Alors, quand on a un terme comme ça ça suggère d'utiliser deux paramètres d'ordre. Et les deux paramètres d'ordre qui apparaissent naturellement sont, d'une part, cette quantité, M alpha de MA de R, qui est essentiellement la concentration en monomère au point R. Pour la réplique A, donc on a petit n paramètres d'ordre comme ceci, et puis un autre paramètre d'ordre qui est la moyenne, enfin la somme sur I, delta de R moins RIA, donc qui ressemble à ça, et puis delta de R' moins RIB. Et ça ressemble beaucoup au paramètre d'ordre de gel, d'overlap de gel dans le modèle de Sherrington-Kirkpatrick. Hein, ces paramètres d'ordre permettent de représenter simplement ce terme-là et ce terme-là. Alors, en termes de ces paramètres d'ordre, eh bien, donc les deux termes, le terme de volume exclu qui est ici serait écrit comme ceci, et puis le terme d'interaction qui était ici, le terme qui était là, serait écrit comme une somme sur alpha gamma de Q carré. Voilà. Donc, en introduisant tous ces paramètres d'ordre, etc., on obtient une expression qui est un peu compliquée pour la fonction de partition. En termes, alors il y a les paramètres d'ordre, il y a les paramètres d'ordre conjugués qui permettent de forcer ces paramètres d'ordre. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est techniquement un petit peu compliqué. Mais on a essentiellement, comme dans le cas du modèle de SK, modèle de Sherrington-Kirkpatrick, on a des termes simples devant, qui sont des termes quadratiques, et puis plus le log d'une fonction de partition du système en présence de ces paramètres d'ordre. Et la fonction de partition en fonction de ces paramètres d'ordre, c'est donc la contrainte de chaîne, et puis des termes comme ceci. Hein, c'était un peu la structure du modèle de SK, où on avait un terme avec des parties quadratiques dans les Q, alpha, bêta. Donc ici, c'est quadratique dans tous les paramètres d'ordre, M et Q, alpha, bêta. Et puis log zeta, qui est la fonction de partition en présence de Q, et la fonction de partition en présence des deux paramètres d'ordre. Alors, ensuite, on peut faire l'approximation du col. Donc, alors, il n'y a pas de grands paramètres à strictement parler, parce que ce sont des chaînes. Mais bon, c'est du champ moyen en dimension finie. Donc on minimise l'énergie, enfin donc le terme. Donc on minimise tout ça par rapport à M, M chapeau, Q et Q chapeau, qui sont les. Alors, donc les calculs sont un petit peu fastidieux. Alors ce qu'on observe, c'est qu'il y a deux températures de transition. Il y a TC et TF. Alors, pour T plus grand que TC, on a les deux paramètres d'ordre sont nuls, MA, QAB. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a une chaîne aléatoire gonflée à cause du volume exclu, et donc les deux paramètres d'ordre sont nuls.
Alors, quand on atteint la température Tc, un des deux paramètres d'ordre devient fini, le paramètre d'ordre MA, qui était le paramètre d'ordre MA, c'est la concentration. Donc la concentration du polymère devient finie. Donc ça veut dire que le système collapse, la chaîne collapse, mais QAB est égal à 0. Ce qui veut dire que, en fait, la chaîne n'a pas de conformation particulière donnée, et donc ce paramètre d'ordre de gel est nul. Et dans cette phase, l'entropie, essentiellement l'entropie conformationnelle de la chaîne, est extensive. Ensuite, quand on continue à baisser la température, on atteint une température de gel, et à cette température, on a un globule gelé. Donc là, à ce moment-là, les deux paramètres d'ordre sont non nuls. Donc la configuration se gèle, et ça correspond à ce qu'on appelle l'état natif. C'est mis en parallèle avec l'état natif. Donc ici, c'est random coil, donc la chaîne aléatoire, molten globule, le globule fondu, essentiellement, et là, frozen globule, le globule gelé. Alors, il se trouve que la transition de l'état, donc cette transition qui est ici, entre molten globule et frozen globule, donc entre globule fondu et globule gelé, est dans la classe d'universalité du modèle des énergies aléatoires de Bernard Derrida, et donc correspond à une étape de brisure de symétrie des répliques. Alors ce genre de modèles, qui sont assez qualitatifs par rapport aux vraies transitions, permettent de comprendre pourquoi est-ce que l'espace de phase des protéines est particulièrement rugueux et avec plein d'états métastables, et ça permet de comprendre en particulier le nombre exponentiel d'états métastables des protéines, le fait qu'il y ait un état natif quasiment unique et la dynamique lente. Alors en fait, pour les biologistes, donc ça permet de comprendre cet espace des phases. Voilà. Alors pour les biologistes, ce qui les intéresse, ce n'est pas tellement toutes ces remarques, etc. Ce qui les intéresse, c'est, étant donné une séquence chimique d'acides aminés, quelle est la forme de cette protéine? Quelle est la structure tridimensionnelle de cette protéine? Alors, la raison, en fait, qui fait que ces modèles sont relativement limités en prédictibilité, etc., c'est que la séquence des acides aminés n'est pas vraiment aléatoire. Elle est extrêmement modifiée par l'évolution et par des milliards d'années d'évolution. Et donc, ce que les biologistes ont préféré faire depuis toujours, c'était d'essayer de faire de la dynamique moléculaire, de l'améliorer, etc. Alors en fait, la dynamique moléculaire a beaucoup de limitations, comme je le disais, et même avec les ordinateurs les plus puissants. En dernier ressort, l'interaction, cette paramétrisation de l'interaction entre les différents atomes, c'est phénoménologique. C'est pas les seules interactions qui existent dans la nature, c'est l'interaction coulombienne, enfin en chimie, c'est l'interaction coulombienne et puis le principe de Pauli. Tout le reste, interaction de Van der Waals, Lennard-Jones, etc., tout ça, c'est phénoménologique pour simplifier les choses. Et il n'est pas évident que cette simplification marche à ce niveau de détail. Alors en fait, il y a eu une grande révolution depuis à peu près 3-4 ans qui a été faite par le deep learning, de l'apprentissage profond. Donc Google a sorti un programme qui s'appelle AlphaFold et qui permet une prédiction des structures tridimensionnelles des protéines à partir de leur séquence de façon absolument étonnante et de façon ultra précise, en utilisant donc les bases de données qui existent, mais aussi un certain nombre de principes physiques
qui ont été développés ces dernières années. Voilà pour la partie repliement des protéines. Alors je ne sais pas, qu'est-ce qui me reste comme temps Bon, alors je vais rapidement parler des réseaux de neurones et puis... Donc le cerveau humain contient à peu près 10 puissance 11 neurones. Donc dans les modèles les plus simples, les neurones sont modélisés comme des états à deux systèmes, comme des systèmes à deux états, pardon. Alors en fait, il devrait y en avoir trois. Donc les deux états sont disabled, je sais plus, ou bien firing. Excusez-moi, j'oublie mon français. Donc, il y a deux états possibles. Il y a un troisième, normalement, qui est enabled. Mais bon, pour simplifier, les gens ont regardé avec deux, donc incapacité ou bien actif, disons. Firing, c'est quand il envoie des signaux électriques. Voilà. Et donc, les gens ont proposé de les modéliser par des spin teasing, donc spin à deux états. Alors, chaque neurone reçoit des signaux. Alors voilà, un neurone, donc, et il reçoit du signal. Donc, un neurone a plein dendrites qui partent et qui se connectent à d'autres dendrites, d'autres neurones, par ce qu'on appelle des connexions synaptiques. Donc, chaque neurone, comme ça, peut être connecté jusqu'à 15 000 autres neurones à travers ces connexions synaptiques. Et l'état du neurone ici, est déterminé par la somme. Alors, le neurone, entre guillemets, enfin, c'est une sursimplification, mais le neurone, la membrane du neurone reçoit la somme des potentiels des neurones auxquels il est connecté, donc jusqu'à 15 000, hein, ça peut aller très loin, les connexions dendritiques peuvent être très loin, et en fonction du potentiel de surface du neurone, ce neurone peut se trouver dans un état soit inactif, soit firing. Voilà. Alors, le modèle d'Ising, donc, le modèle de Hopfield, c'est un modèle dans lequel donc, on représente chacun des neurones par un spin SI connecté par une connexion synaptique JIJ. Voilà. Donc, il y a des dendrites qui se connectent par des connexions synaptiques. Et Hopfield a proposé la dynamique suivante pour la dynamique du réseau de neurones. Donc, JIJ, c'est les couplages induits par les connexions synaptiques, donc entre le neurone I et le neurone J. Et SJ de T, c'est l'état du neurone à l'instant T. Et puis, il peut y avoir un champ local, HJ. Et donc, SI à l'instant T plus 1, en prenant des temps discrets, par exemple, est donné comme aligné. Donc, c'est le signe de cette quantité. Donc, le spin à l'instant T plus 1 s'aligne. Donc, l'état du spin, donc le fait qu'il sera actif ou dormant, sera déterminé par ce spin s'aligne sur cette quantité totale. Alors, le modèle d'Hopfield a été donc fait pour les mémoires associatives. Donc, cette dynamique, donc là, ça c'est le spin, c'est le champ total qui agit sur le spin SI à l'instant T. Donc, si ce champ à l'instant T est positif, eh bien, à l'instant T plus 1, le spin sera actif. S'il est négatif, le spin sera inhibé. Alors, l'update, la mise à jour qui est ici peut être stochastique, donc on tire au hasard chacun des spins, séquentiel ou en parallèle. Et alors, ce qui est important, c'est qu'il y a une règle qui a été proposée par Hebb. Donc, si on a un certain nombre de motifs à apprendre, donc les motifs sont essentiellement une séquence de... Donc, il y a n spins, donc il va y avoir un motif va constituer par n objets comme ceci, on peut dire n bits qui valent plus ou moins 1, et donc on peut avoir m motifs qu'on peut apprendre dans le système. À ce moment-là, la matrice JJ est définie comme ceci, c'est 1 sur n, somme sur p égale 1 à n de xi p, xi jp. Et alors, un des problèmes
c'est que la matrice des J est symétrique, alors que pour les vrais neurones, il n'y a aucune symétrie entre les interactions des différents neurones. L'action du neurone I sur J n'est pas la même que l'action du neurone J sur I. Donc l'idée, c'est qu'on commence avec une certaine configuration, et puis on met à jour les spins, etc., et on itère le système. Et comme cette équation ressemble beaucoup à des équations de champ moyen à convergence, ça ressemble aux équations de champ moyen, donc ça nous amène, ça amène à regarder la fonction de partition du système à température nulle. Voilà. Alors, de même que... alors, vous voyez que ça ressemble beaucoup à des modèles de verre de spin. Si on prend des motifs, donc les motifs, c'est des pixels qu'on peut apprendre. Si on prend des motifs qui sont aléatoires, on va être amené à éventuellement prendre des moyennes quenched sur les motifs xi, p. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en faisant ces transformations gaussiennes, toutes les manipulations ordinaires qu'on a, les équations de champ moyen, alors avant de faire la moyenne sur le désordre, juste toujours en présence des xi p, les équations de champ moyen, on peut faire des équations de champ moyen sans moyenne sur le désordre. Ces équations de champ moyen ont cette forme. Et ce qu'on observe, c'est que pour m, donc nombre de motifs qu'on veut apprendre fini, quand n tend vers l'infini, il y a une transition de phase à t égale 1. Donc, au-dessus de Tc, tous ces motifs, tous ces overlaps sont nuls. Et au voisinage de Tc, il y a deux m paramètres d'ordre mp égale m qui satisfont cette équation m égale th bêta m. Et ce qui se passe, c'est que l'énergie libre, donc, a un minimum pour tous les patterns originaux, pour tous les motifs originaux, et pour leur opposé, puisque donc c'est si on retourne, si on change xi en moins xi, le hamiltonien n'est pas changé. Donc si les m donnent un certain overlap avec, vu l'équation qui est ici, eh bien on aura le même overlap avec moins xi. Alors, je vais pratiquement terminer. Donc, ce qui se passe, c'est que quand la température baisse, donc, on peut dire qu'à température au voisinage de Tc égale 1, eh bien, si on initialise le système, par exemple, au voisinage d'un motif, donc ça, c'est les différents motifs qui sont dégénérés, la même énergie, tous. Si on commence au voisinage d'un motif et qu'on laisse relaxer le système, donc un motif, donc ça c'est par exemple un motif bruité, on commence avec une configuration qui représente un motif avec du bruit, eh bien le système va le faire relaxer vers le motif. Donc on a reconnaissance du motif à partir de... Donc si on présente donc ça veut dire qu'on a bien mémorisé tous les motifs. Alors ce qui se passe, c'est que quand la température augmente un petit peu, il y a de nouveau... Donc, on a toujours les motifs originaux qui étaient là, mais il y a de nouveaux motifs spurieux qui apparaissent et qui sont en fait des mélanges des différents motifs. Et le nombre de ces motifs spurieux, donc ces motifs métastables qui apparaissent, il augmente avec la température et il augmente aussi avec le nombre de motifs qu'on apprend. Donc, si on se dit avec mes n spins, je vais essayer d'apprendre le maximum de motifs, eh bien, si ce rapport m sur n, donc n c'est le nombre de spins, m c'est le nombre de motifs, s'il dépasse un certain seuil, eh bien, c'est fini, il n'y a plus aucune mémoire, les bassins d'attraction diminuent au fur et à mesure, et à un certain moment, les bassins d'attraction disparaissent. Donc, pour conclure, on peut faire la thermodynamique. Alors, ça, c'était ce qu'on pouvait faire en regardant la dynamique sans faire de moyenne quenched. Alors, si on fait la moyenne quenched du système, en supposant qu'on a des patterns indépendants avec des xi p qui valent plus ou moins 1, on peut faire la moyenne sur ces patterns. Il y a trois types de paramètres d'ordre qui apparaissent. Il y a les paramètres d'ordre d'overlap de l'aimantation des xi avec les patterns. Il y a l'overlap des spins, enfin du système avec les patterns autres,
Et puis, il y a le paramètre d'ordre d'overlap. Et donc, la capacité maximum du réseau, il se trouve qu'au-delà de alpha c égale 0,138, on a dans le système a une phase vers de spin et il n'y a plus aucune mémoire. Donc, tous les bassins d'attraction ont disparu et c'est l'état de confusion totale, si on peut dire. Et donc, on a un espace de phase, un diagramme de phase comme ceci, où ici, la mémoire est tout à fait stable, donc les seuls bassins d'attraction sont les motifs initiaux. Là, c'est les motifs initiaux plus un certain nombre de motifs spurieux, mais il y a toujours les motifs initiaux. Et puis au-delà, dans cette région-là, donc en fonction de alpha et t, il n'y a plus du tout de mémoire. Et donc ça peut se corriger. Donc ça, tout ça, c'était avec sans brisure de symétrie des répliques. Et si on met la brisure de symétrie des répliques, ça augmente un petit peu alpha c. Alors, je vais sauter donc toute la suite et je vais passer à la conclusion puisque j'étais un peu plus lent que prévu. Donc pour conclure, donc ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que la solution du modèle de Sherrington-Kirkpatrick, donc du verre de spin en dimension infinie, introduit un nouveau type de paradigme pour les systèmes complexes, en particulier cette notion de paramètres d'ordre d'overlap, de vallées multiples, de paramètres d'ordre qui mesurent l'overlap entre les différentes vallées. Donc aussi cette idée qu'il y a un nombre infini de paramètres d'ordre et d'une organisation ultramétrique, j'en ai pas parlé, des phases du système. Alors, ces concepts ont eu beaucoup d'applications dans des systèmes très divers, tels que dans les problèmes d'optimisation, dont je n'ai pas eu le temps de parler, en biologie, dans le repliement de protéines, en généalogie, dans les réseaux de neurones. Et donc, les problèmes, il y a un très grand nombre de problèmes qui restent. Un des grands problèmes, c'est de résoudre le problème pour une configuration donnée des couplages, en particulier sans faire de moyenne sur le désordre. Par exemple, pour les protéines, c'est quelque chose qui serait très important. Le problème des verres de spin à 3 dimensions, qui n'est pas un problème connu. Le problème des verres de façon générale en dimension finie, etc. Il y a un nombre absolument incalculable de problèmes. Et je pense que Bernard vous en parlera dans les cours à venir. Voilà, je vous remercie de votre attention.